Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Hey, bienvenue à Aventure chasse-pêche. On a de la visite à soir. T'es revenu, toi? Ben oui, écoute, j'ai réussi à retrouver le chemin du studio et je suis présente. C'est bon. Oui. Mais tu nous as mis du stock, hein? Écoute, il y a c'est du une monde. émission, ça? Oui, c'est toute une émission très chargée. François Rioux, Fédération des pourvoiries du Québec, on parle de plan de protection de la truite mouchetée versus les espèces envahissantes. Très, très, très intéressant. Qui qu'on a d'autres? On a Christina qui vient nous voir en studio. Écoute, on va parler un petit peu comment on fait pour... qu'est-ce qu'on a à faire, plutôt, pour remiser nos arcs et nos arbalètes? Moi, je suis un artiste qui vient ce soir. Je pense qu'il t'amène un beau cadeau. Oui, Stéphane vient me présenter la finale de mon Browning Citery qui a refait de A à Z. J'ai comme confié, c'est mon bébé. C'est ton là. petit bijou. Fait que moi, je vais revoir ça ce soir. On parle de Pyropotty aussi, quelque chose avec quoi j'ai eu bien du fun, un petit utilitaire de fun pour allumer des feux. Tu nous fais aussi une petite chronique, je pense, sur les leurres de MEPS. Donc, on va parler un petit peu de pêche. Oui, définitivement, on fait le tour des nouveautés là, qui ont été présentées cette année. Donc, partenariat aussi avec Pélican. Oui, cette année. vrai. Fait qu'on va commencer à en parler un petit On peu. peut peut-être faire du kayak. Ouais, oui. On aime ça pour du kayak. Encore virtuel, la FDCP. C'est en cours présentement. Ça se termine quoi? Le 22 novembre prochain. Le 22 novembre prochain? Oui. Fait qu'on se dépêche, hein? C'est le temps présentement d'y aller. On le sait, les soirées, c'est comme pas très, très à la mode ces temps-ci. Les regroupements sont comme pas très prescrits, plutôt proscrits. Oui. Donc, la soirée Héritage Fond, le gala bénéfice Héritage Fond n'a pas lieu. Donc, on a converti ça en gala ou en encan virtuel. Donc, la partie encan silencieuse qui ramassait les fonds lors de cette soirée-là pour la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui est la fondation Héritage Fond, qui retourne directement en bourse dans le milieu. Donc, on va sur l'encan virtuel. Vous allez sur la FDCP, vous allez trouver Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Vous allez trouver l'encan très, très, très facilement. Effectivement. Ensuite de ça, bien, écoute, on parle de salon virtuel, pourvoirie, chasse-pêche. Là. Oui, je t'écoute. Bon. Oui, il n'y a pas de salon physique cette année d'annoncer à date. Il va y avoir, et vous les avez vu passer, des annonces de quelques salons virtuels. De ce qu'on sait à date, il y a un salon qui va avoir lieu en février, un en mars et un en avril. Oui. Dès qu'on a des nouvelles des autres salons, on va vous en parler. Exact. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous tenir au courant. Présentement, les nouvelles qu'on a, ce sont ceux du salon de pourvoirie, chasse, pêche. C'est le salon virtuel, duquel on est porte-parole d'ailleurs. Exactement, qui va avoir lieu les 19, 20 et 21 février 2021. Donc, on a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Super beau salon où est-ce qu'on va pouvoir avoir, en fait, accès à des conférences, accès au salon au complet. C'est-à-dire comme si... En fait, ça va être comme si on était dans un vrai salon. La seule chose qui va manquer, c'est la poignée de main. Oh, c'est comme ça que ça va être organisé. Là. Donc, exact. On a moyen de parler en conférence vidéo avec les gens qui sont au salon, donc les gens qui sont dans les kiosques, littéralement. L'industrie au complet qui est là. Hein? Les pourvoiries, les territoires. On va avoir les marchands aussi, toutes les nouveautés, évidemment des offices touristiques. On va pouvoir planifier, on va pouvoir magasiner, parler soit par écrit ou par vidéo. Exact. Et oui, c'est là de manière live ou en direct pendant ces 3 jours-là, mais on conserve les boutiques, on conserve les kiosques ouverts dans le salon, dans ce salon virtuel-là pour les 12 prochains mois, le restant de l'année. Là. Oui, vraiment, ça va être disponible à longueur d'année. Et puis, vous allez avoir aussi accès à tout ce qui s'est fait durant le salon. Donc, entre autres, on a des conférenciers. La liste est quand même longue. C'est là. une grosse liste de Je conférenciers. fais un tour rapide de ce qu'on a pour le moment parce qu'il risque de s'en rajouter aussi. Sabrina Burns, Daniel Robitaille, toi, moi, Mario Huot, Charles-Henri Doris, Maxime Lapie-Gibert, l'équipe Dark-Maniac, Stéphane Bailey, Simon Lemay, Luc Brodeur, Born to Hunt, Lionel, Paul Berthaud, Pierre Lefebvre. Écoute, la liste est longue. C'est étoffé, ça, là. Oui. Au niveau apprentissage, ça va être génial. Vous allez pouvoir suivre ça dans le confort de votre foyer. Et présentement, dans le confort de votre foyer, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous allez sur le site de l'encan virtuel pourvoirie, chasse-pêche. Il y a un concours, mais on vous en dit pas plus que ça. Allez voir. C'est chien. Le site, donc, faites pourvoirie, salon virtuel, pourvoirie, chasse-pêche sur votre ami Google. Il va vous amener directement là. Allez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais te parler un petit peu, je vais te parler braconnage, mais je vais te parler aussi On tombe dans un respect sujet un petit peu plus, oui, un petit peu plus difficile. Absolument. Bon,
Pour plusieurs raisons. Cette année, évidemment, on a vu une recrudescence des activités de pêche. On vient de voir une recrudescence des activités de chasse, puisque tout le monde est encabané pendant un bon petit bout de temps. Et là, on veut exprimer notre moi extérieur. Hein? On s'en va dehors et on fait des activités. D'un. De deux, il y a un nouveau plan de gestion qui nous permet maintenant de collecter pas un, mais 2 chevreuils. Déjà qu'il y avait de la chicane sur les territoires pour 1 chevreuil, là, c'est 2 chevreuils. Il n'y a pas plus de territoires de disponibles. Non, on a rajouté des territoires à l'ours à l'automne, on a rajouté un dindon, là. Il y a déjà des organisations qui louent beaucoup de terrain à la municipalité et qui les relouent. Donc, il y a des gens qui ont rapidement fait de tenter de s'approprier des nouveaux territoires, de tenter de s'approprier des territoires déjà appâtés, d'aller faire de l'intimidation sur des territoires, de ne pas respecter les territoires des autres, ce qui a mené à des querelles. Oui, évidemment, il y a eu des gens qui ont, la majorité des gens ont respecté la nouvelle réglementation, d'autres pas. Et pour ceux qui respectent la réglementation, ça devient plate. Et on l'a vécu sans parler du territoire proprement dit. On l'a vécu et on a été témoins de gens qui, littéralement, en 4 roues dans les pommes, déchirer des tentes, voler des caméras, vider des cartes. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été rapportées aussi sur les différents médias sociaux parce que vous nous écrivez, vous nous parlez beaucoup. Puis on a reçu des messages à cet effet-là aussi, que ça vous est arrivé à vous aussi sur vos territoires, ce qui est vraiment dommage puis c'est plate parce qu'on met beaucoup de temps et d'efforts là-dessus. Énormément. Puis tu sais, il y avait des nouveaux territoires d'ouvert. On a vu beaucoup de gros racks cette année sur des gros panaches. La 15, entre autres, qui est ouvert. On a des grosses récoltes dans ce coin-là. On a eu aussi beaucoup de récits. Et aller jusque des viscères de trouver sur des sites. On arrive sur le site le matin, il y a des viscères. SOS braconnage, gang. SOS braconnage. C'est important. Note plus positive, parce qu'il reste à peu près 20 secondes. On a des souhaits de bonne fête à faire. Oui, on fait pas ça d'habitude, mais c'est un jeune qui nous suit de très près. Fait que William Ménard, écoute, c'est sa fête ce week-end, puis je pense que ça pourrait être cool puis pour la relève de le souligner. Puis ça, c'est un accro, là. C'est vraiment. un méchant accro. C'est ses runs de Colette tout le temps, ça lâche pas. William, bonne fête de la part de toute l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche, mon homme. L'autre bord de la pause, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, à toi de me le dire. Entretien, gros les panneaux, là. Entretien, arc et arbalète avant le remisage. Christina, ça? Oui, c'est L'autre bord de la pause, Christina, yes! Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. La saison de chasse tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on fait avec nos arcs, nos arbalètes? Bien, il faut regarder ça un petit peu aussi. Hein. On entretient nos armes, mais il faut regarder du côté aussi de l'archerie. Pour nous en parler, on est avec nous Christina, qui est revenue avec nous en studio. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir ici. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Écoute, on s'est servi de l'arbalète, nous autres, au cours des dernières semaines, entre autres avec la chasse au chevreuil. C'est bien beau, on a vérifié, on a fait l'entretien avant de partir. Mais je fais quoi avec mon arbalète après? Est-ce que je l'accroche dans le garde-robe, puis je laisse ça là, puis j'attends l'automne prochain? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à vérifier sur une arbalète avant de l'entreposer? Non, effectivement, c'est pas autant simple que ça, là. Non. On est revenu de la chasse. L'arbalète, en tant que telle, elle a été crinquée pendant le temps de la chasse. Oui. Elle a été armée. Tout comme l'arc, on l'a peut-être utilisé, peut-être pas utilisé. L'arbalète a peut-être pas servi, peut-être qu'elle a jamais déchargé aussi. Exact. Le gibier, c'est peut-être juste pas présenté. C'est des C'est choses qui possible. arrivent. Quoi qu'avec les arbalètes, aujourd'hui, il faut pas mal tout le temps décharger avec, à l'aide d'une flèche. Fait que généralement, on a quand même au moins tiré quelques flèches. Oui, exactement. Lorsque la chasse est finie, quand on est rendu dans le temps de la serrer, de l'entreposer, c'est bien important de vérifier au niveau des branches. Mettons, je parle pour Excalibur, je parle pour toutes les autres arbalètes, de passer sa main sur les branches. Donc ici, à l'avant, là, dans le fond, ce qui va vraiment servir à tendre la corde au niveau de l'arbalète, dans le fond, s'assurer que c'est pas fissuré, hein, parce que ça subit énormément de tension. C'est pas mal la partie de l'arbalète, en fait, qui va subir la tension. Fait que vraiment de s'assurer qu'au niveau des branches, il n'y a pas de fissure. Oui, en fait, la manière à regarder ça, c'est quand on passe notre main tout le long de la branche interne et externe. Oui. Si on voit que la peinture commence à lever, là, on regarde, puis on s'assure de voir s'il n'y a pas de fibre qui a levé. Ensuite de ça, ça se peut que ce soit juste des écartèles qui a levé aussi. Au côté d'Excalibur, où ce que les branches terminent, là, les embouts. Là, juste ici? Oui. C'est important de regarder que ça n'aille pas craquer.
OK. Aussi, ça peut arriver. Des fois, ça s'appelle des types, là. Oui, vraiment l'embout, si on veut, c'est là. ça. Des fois, ça peut fissurer avant la branche. Dans le cas d'Excalibur, on peut pas changer juste le bout, là. Faut vraiment changer la branche au complet. Oui, puis dans le cas d'Excalibur, il faut changer les 2 branches aussi. Ah, OK, Ouais. pas une seule. Et pour balancés. les arbalètes qui sont peut-être un petit peu plus à poulie, parce que là, ici, on a vraiment Excalibur qui fonctionne avec les mécanismes de corde, il doit avoir, oui, les branches, mais tu dois avoir aussi les cames à vérifier. Oui, exactement. Il y a les branches à vérifier aussi, comme avec la peinture, ces choses-là à regarder. Pour les cames, c'est important de regarder de la manière que la corde est installée. Oui. Sur la came, en particulier, il va y avoir des points. Souvent, là, les compagnies mettent des points vis-à-vis les branches. Là, on ne le voit pas avec ces cames-là. C'est pour ça que je présente mon arc. Là. On peut peut-être la tourner, ton arc, qu'on puisse voir peut-être un petit peu comme il faut. Ouais, mais... Écoute, un petit peu. Moi, je pense qu'on puisse voir vraiment comme il faut au niveau des cams, si tu veux nous montrer peut-être les points. Là. Moi, je ne l'ai pas sur mon arc parce que c'est pas un arbalète. Là. OK. Mais au niveau de l'arbalète, il va y avoir des points ici proches de la branche. Tout dépendamment, des fois c'est 5 points, des fois c'est 3 points, des fois c'est 2 points. Il faut juste s'assurer que les points soient pareils en haut puis en bas. OK, parfait. Fait que dans le fond, qu'on a le même ajustement en haut comme en bas, dans le fond, ou de gauche-droite, dépendamment si on a une arbalète ou un arc. OK, ensuite de ça, écoute, durant la saison, ce qu'on fait au niveau de la corde, ben tu sais, moi, personnellement, par expérience personnelle, j'achète toujours une deuxième corde. Je pense que si on en a utilisé une ou qu'il y en a une qui est endommagée à la fin de la saison, c'est bon d'en acheter tout de suite une seconde avant la prochaine saison. Ouais. Parce que des fois, on s'en est rendu compte cette année, hein, durant le temps de la chasse, c'est difficile des fois de trouver du matériel. Personnellement, je cire ma corde. On voit ici au niveau d'Excalibur, on voit bien une tranche-fil. Si notre tranche-fil, ici, c'est-à-dire la partie qui passe sur le pont, est endommagée, est-ce que ça signifie que ma corde est finie ou qu'il faut que je la change? Non, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui pense que la corde est finie, est terminée, elle ne s'utilise plus. Le tranche-fil, c'est juste un fil, dans le fond, qui est ajouté par-dessus la corde, qui vient protéger, dans le fond... C'est une bande, dans le fond, protectrice. Oui, c'est fait soit manuellement ou par la machine, là, si ça sort de compagnie. Là. Mais c'est juste un fil qui est cordé là, sur la corde, bien serré. Puis ça vient juste protéger la corde quand elle glisse sur le pont. C'est la protection. Là. Donc, si on voit que le tranche-fil est usé, mettons que le tranche-fil a même déjà cédé, mais qu'on voit qu'en dessous que la corde est encore bien belle, on va au magasin, ça coûte une dizaine de piastres, puis le tranche-fil est refait, là. OK. Tant qu'à racheter une autre corde, au pire, poser la nouvelle corde, puis garder cette corde-là de spare, là. OK, c'est bon. Est-ce que sur nos arbalètes, surtout les Excalibur plus particulièrement, puisqu'on va en parler parce que c'est elles qu'on a ici, est-ce que dans notre entreposage, on doit garder ou enlever notre corde? On en entend parler à chaque année. Je dirais que les vieilles Excalibur, il aurait fallu enlever la corde. La plupart du temps, le monde enlevait les cordes. Les nouvelles, ça serait préférable de les enlever. Là. Il y en a qui les enlèvent pas, mais ça serait vraiment préférable parce qu'Excalibur, eux, vu que c'est des branches, il n'y a pas de poulie, de cam en fait, là, la pression est beaucoup plus élevée que sur un arbalète à cam. OK, parfait. Fait que les branches, ils viennent chercher toute la pression, puis c'est pas bon pour ce type de mécanisme-là. Souvent, ce qui va arriver, en fait, au printemps suivant, c'est qu'ici, on a les deux espèces de stoppeurs, les deux butoirs, dans le fond, les deux butées ici qui sont là pour la corde, pour empêcher justement la vibration. Puis, ça se retrouve que la corde est carrément, littéralement ancrée dedans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment eu de la tension en permanence sur la corde, ce qui n'est pas bon et non plus sur les branches. Si ça arrive, ça veut dire que les branches peuvent avoir faibli. Ça va être de revérifier encore si les branches n'ont pas craqué à quelque part, ces choses-là. Ça va être de tirer une coupe de flèche, voir si l'arbalète va pas à gauche ou à droite. Des fois, si l'arbalète n'est pas stable quand on tire, ça veut dire qu'il y a une faiblesse à quelque part aussi. Là. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est, idéalement, avant d'entreposer, on recire, on remet de la cire sur le pont. Même chose pour la corde, pour l'entretien. Au niveau de l'arc, écoute, moi, je m'y connais un petit peu moins au niveau de l'arc. Quel est ton entretien avant de la ranger de façon courte et concise? Ça dépend des gens. Là. Moi, mon arc, je l'arrange pas vraiment parce que je tire hiver et été, automne, printemps. Oui. Les gens, souvent, quand ils rangent ça pour la chasse, ils vont vérifier les câbles, encore une fois, si sont corrects. Les câbles, si c'est pas effiloché. Si le D-loop ici, pour un arc à poulie, là, le petit D-loop qu'il y a là, s'il est pas... Je vais le montrer comme il faut, là, qu'on puisse bien le voir. Là. Ton D-loop, c'est juste ici? Oui. S'il n'est pas trop usé, s'il est encore utilisable. Comme là, ici, je l'ai ciré, mais ma corde, elle commence à vouloir... C'est ça. À force de tirer la corde, si la corde elle revient facilement usée comme ça, après plusieurs tirs, bien là,
c'est comme le temps de penser peut-être à acheter une autre corde. Là. Fait que dans le fond, grosso modo, on vérifie nos cames, on vérifie nos poulies, on s'assure de refaire un ajustement complet sur nos arcs puis sur nos arbalètes avant de les ranger, un peu comme on le fait avec nos armes à feu, puis pour s'assurer d'un bon fonctionnement au printemps suivant. Puis on refait aussi une vérification avant de la ressortir au printemps pour se repratiquer. Oui, puis pour les vis, on les vérifie aussi, là, les vis avec les chlorènes, là, comme ça ici. Là. Tout a revisser les vis là, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui lousse. Là. Bien, merci beaucoup, Christina, de ces conseils-là. Écoute, je pense que ça va être bien utile pour tous nos gens qui utilisent de l'archerie. Oui, tu as une note à nous ajouter? Petite affaire. Ça dépend des télescopes, là, mais il y a des télescopes d'arbalète qui ont justement les croix illuminées dedans. Oui. Les batteries, les enlever si vous ne voulez pas que ça coule dedans. Très, très bon point pour avoir des mauvaises surprises au exactement. printemps. Merci, Christina. Puis écoute, on va se revoir au printemps justement pour pratiquer tout ça, je pense, l'archerie. De l'autre côté de la pause, on s'en va regarder avec Martin les leurres de pêche MEPS. Pourquoi pas? L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Si les noms Williams, Mepps, Mooselock, Winey, Darty, Mr. Twister, Lake Clear vous disent quelque chose, c'est parfaitement normal parce que c'est un peu ce qui domine le marché, hein, on le sait. Maintenant, toutes ces marques-là sont regroupées sous un nom, un distributeur aujourd'hui du nom de Brex. George Breckenridge qui met en place une compagnie de distribution du nom de Brex, un homme d'affaires de Sherbrooke, donc une compagnie québécoise, en 1948. Depuis ce temps-là, il se passe énormément de choses. Au départ, on voit apparaître des trucs très intéressants que vous reconnaîtrez facilement, comme par exemple la Glia de Mepps, qui fait partie intégrale de l'histoire de Brex, puisque les militaires sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale avec des leurres pivotants développés par Peugeot en ingénierie qui fonctionnent énormément à la pêche. Au moment où est-ce qu'on revient avec ça, on a les toutes premières colorations, et là on parle d'il y a longtemps. Allez, à aujourd'hui, où est-ce qu'on vous annonce des nouveautés, comme par exemple ce que je tiens entre les mains, avec des petits points blancs, des beaux halos qui représentent le côté, donc le flanc d'une truite qui augmente énormément l'efficacité de ces leurres-là. Et à toutes les années, on va rajouter énormément de nouvelles colorations et grosseurs à la gamme Agulia, donc les fameuses cuillères Mepps qui ont fait la réputation de l'entreprise dans un sens. Puis évidemment, il y a beaucoup d'acquisitions au fil des années. Les Mooselock qui viennent se rajouter dans la lignée de Brex. Donc Mooselock qui, encore aujourd'hui, sont dans nos classiques au niveau de la pêche. Évidemment, on annonce dans les Mooselock et dans l'ensemble de la gamme des nouvelles colorations comme les Moon Jelly, par exemple. Vous allez les voir dans les autres, dans les Bully, dans les Williams, qui apparaissent cette année en plusieurs grosseurs et colorations différentes et en plusieurs ensembles aussi. Donc, Mooselock fait partie de l'histoire. Les Darty, les Winey, vous connaissez tous les petites Winey, nouvelle coloration cette année, quelques nouvelles couleurs qui se rajoutent dans plusieurs grosseurs. Encore là, on joue beaucoup avec des colorations qui sont phosphorescentes, qui sont très, très, très visibles. Cuillère qui est très aimée des pêcheurs de truites. On peut varier énormément les variations au niveau de pas de la sonorité, mais de la vibration dans l'eau avec des formats de cuillère qui sont complètement différents de la fameuse cuillère plate. Hein? La Winey qui est comme ondulée, donc on va avoir une nage qui va être complètement différente. Je m'en vais du côté de Darty. Le nom dit un peu moins de choses au Québec. Par contre, vous allez la reconnaître en la voyant. La Darty, c'est celle-là ici. Dans ce cas-ci aussi, on ajoute du Moon Jelly, donc nouvelle coloration holographique très, très, très visible des poissons dans l'eau. Cuillère, encore ici, format différent. On vous parle souvent d'adapter votre pêche lorsque ça ne fonctionne pas. Il y a les classiques, mais il y a les formats différents qui viennent produire des vibrations et des appels visuels qui sont différents comme celle-là, qui peuvent augmenter votre succès de pêche. Donc, du côté de Darty, encore là, nouvelle coloration dans plusieurs grosseurs différentes. Je m'en vais sur un grand classique qui fait partie des dernières acquisitions de la compagnie Brex. En 2014, Brex faisait l'acquisition de Lake Clear, qui, de son côté, fait quand même... on parle de 100 ans d'histoire au niveau du format des cuillères, mais évidemment, au niveau des colorations, juste cette année, c'est 14 nouvelles couleurs au niveau de la Lake Clear, ce qui est énorme. Et on joue énormément avec, il y a le Moon Jelly, évidemment, qui apparaît là-dedans aussi, mais on joue aussi avec des différentes épaisseurs. La Lake Clear, qui est un classique pour pêcher le printemps en surface sur les lacs, alors que la truite sort de sa léthargie, eh bien, on a maintenant accès à une série Deep qui est très intéressante, qui a été introduite dernièrement, donc dans les dernières années, mais qui nous apporte, si on le veut, une arme supplémentaire
supplémentaire ou un outil supplémentaire à notre coffre à outils, coffre à pêche, pour aller un petit peu plus creux et suivre la saison. Donc, on part du plus mince, aller jusqu'à la deep, qui est très intéressante. Encore là, énormément de nouvelles colorations. Et l'ensemble que je vous montre ici, ça va être des ensembles qui sortent cette année, qui sont disponibles sur le marché, qu'on parle d'ensemble cadeau, si on le veut. On a aussi des petits mix avec la Geneva, qui est aussi une cuillère qui est très populaire du côté du distributeur Brex, pour l'avoir utilisé l'année passée sur certains de mes tournages, à l'envers comme à l'endroite. Et c'est vrai, ça s'est produit. Ça a très, très bien fonctionné. Du côté de Geneva aussi, on arrive avec des nouveaux coloris offerts sur le marché. Donc, allez voir vos marchands pour voir ces nouvelles colorations-là. Plusieurs grandeurs qui sont disponibles dans différentes cuillères, à l'exception, évidemment, des Lake Tear. Bien, les grosseurs, c'est des grosseurs qui sont plutôt standards. Et les colorations que vous aimez, bien, demeurent et reviennent avec les bandeaux holographiques qui sont très intéressants, qui sont très attractifs au niveau visuel pour les poissons. Sinon, je m'en vais du côté des bullies. Bully qui, pour moi, est quelque chose qui fonctionne très bien, surtout quand on va un petit peu plus tard en saison. Alors, on connaît la classique, et je vais la prendre juste ici, de Williams, qui est faite un petit peu comme la bully. Voilà, qui apparaissent cette année avec les couleurs Moon Jelly, donc des couleurs holographiques très intéressantes, en plusieurs colorations. Et bien, vous avez la classique là, que tout le monde connaît, comme ça ici, et vous avez les Bully aussi. Du côté de Bully, on sort avec du UV, du glow très intéressant. La différence entre les deux, Bully beaucoup plus pesant, donc je peux jouer aussi au niveau de la profondeur, dans le même type de coloration, dans le même type de leurre que je suis habitué. Vous savez, ce leurre miraculeux là, que les pourvoyeurs vous vendent. Et bien maintenant, c'est énormément de nouvelles colorations. Je m'en vais du côté des leurres souples. Dans les leurres souples, bien, vous les avez vus à la pêche sur la glace cette année. Qu'on parle de tout ce qui s'appelle micro-écrevisses, les doubles queues, nouvelle grosseur, on parle d'un pouce 3/4, on parle aussi évidemment des nymphes qui sont très, très, très productives. La venue de ces leurres artificielles-là qui souvent vont être plus efficaces que même les bons vieux vers de terre qu'on utilise dans certains cas et qui me permettent de changer de un à l'autre et de conserver le même, mais de changer de un à l'autre sans trop me beurrer les mains. Du côté des nymphes et des écrevisses, et évidemment, tout ce qui s'appelle Rigworm. Regardez un peu les colorations, là. On y va, hop, des belles nouvelles colorations à l'essayer. Vous aimez ça, pêcher avec les Rigworm. Nouvelle grosseur aussi, nouvelle coloration. Effet très, très, très attractif. L'ondulation est le fun, mais le côté nervuré dans l'eau produit quelque chose qui est comme irrésistible pour les poissons. On parle aussi de tout ce qui s'appelle des Vice Shiners. Donc, toutes les petites imitations de ménés. On ne peut plus pêcher avec les ménés vivants ou encore morts dans la majorité de nos lacs à part quelques petites exceptions. Alors, l'imitation parfaite livrée par Mr. Twister, qui est aussi une compagnie qui appartient à Brex. Donc, c'est dire que Brex, depuis 1948, lors de sa mise en place à l'heure aujourd'hui, totalise 7 marques de confiance qui sont disponibles sur le marché avec, vous l'avez vu, certaines des gammes ont jusqu'à 14 nouvelles colorations, des nouvelles grosseurs, des nouveaux assemblages, des nouveaux empaquetages. Allez voir vos marchands. Bonne saison de pêche à tout le monde. Ça, là, ça va faire bien, bien, bien des heureux. Tu m'aides. Hein? Pourquoi? Moi, tu me parlais de pélicans, je pensais présenter des kayaks. Ben Quelque oui. chose qui va sur l'eau. Ben oui, mais écoute, Pélican fait des kayaks. T'es pas dans le tort, on s'entend? Mais justement, cette année, afin de favoriser nous autres aussi un petit peu les entreprises québécoises et l'achat local, ben on a un partenariat avec Pélican, qui est une entreprise québécoise et qui fait effectivement des kayaks. Fait qu'on va avoir des kayaks. Oui. Fait que je sais pas complètement dans le vide. Non, pas vraiment. Mais ils font d'autres choses. Oui, ils font aussi beaucoup de produits dérivés qui peuvent être utilisés dans nos différents sports de chasse et de pêche qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Je pense entre autres aux traîneaux, qu'eux autres appellent surtout les luges. En fait, il y a différents formats de luges qui existent. Parce qu'on s'est servi à la chasse. Exactement. On s'en est servi entre autres, nous autres, pour amener nos pommes, nos carottes, notre maïs. Ça peut aussi, ça peut servir de traîneau pour les enfants quand on va sortir. Donc, ça peut être pratique. Plus gros format pour amener les bêtes aussi. Donc, il y en a à corde, mais il y en a vraiment avec des bras qu'on peut accrocher après les VTT. Qui Exactement. Est super. Nous, entre autres, on va l'utiliser avec l'argot. La pêche sur la glace aussi, c'est beaucoup utilisé parce que justement, toutes les brimbales, tout le matériel, on peut le mettre dedans, puis on se rend directement sur le lac pour faire la pêche. Donc, il y a différents formats, différentes grandeurs qui sont vraiment utilisés par les gens en général, pélican, mais c'est juste qu'on ne sait pas que c'est du pélican. Et voilà, et voilà.
Au niveau kayak, ben, moi, ce que j'ai observé beaucoup de Pélican dans les dernières années, parle-moi d'une compagnie qui a écouté la clientèle et qui a su adapter son produit et l'amener complètement ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'on est parti de kayaks de plaisance dans lesquels on commençait à s'amuser quand les parents voulaient pas qu'on parte avec les véhicules à moteur, avec les kayaks pour aller pêcher quoi? Le crapet, la chigan dans très peu profond d'eau. On a compris, on a commencé à accessoiriser et à adapter. Maintenant, on est rendu avec des véritables machines de pêche. Il y en a qui ne pêchent qu'avec les kayaks. Et alentour de ça, en périphérie, là, Pélican nous arrive avec tout un dégât de produits, là, un alignement incroyable de produits dérivés qu'ils vont faire dans le kayak parce qu'ils sont adaptés dans les largeurs, dans les propensions et dans les besoins qui sont relatifs à la pêche sur l'eau, dans une embarcation non motorisée. Ben, qui peuvent servir partout ailleurs, que ce soit des activités nautiques de plein air ou simplement d'aller à l'école et d'amener un lunch. Bien, oui, effectivement. Écoute, on a ici, on a des sacs étanches. Oui, et des vrais sacs étanches. Des vrais sacs étanches. Pélican a travaillé fort au niveau des différentes technologies à utiliser pour que ça soit fonctionnel. Puis, bon, ben sac étanche, ça peut être pratique à la chasse, tu l'as dit, ça peut être pratique un peu partout. Format, ici, on a un format de 30 litres. Je voulais être sûre de dire le bon format. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, exactement. Les exodries sont faits en différents formats. On a le format 30 litres qui est vraiment comme le format un petit peu pratique justement au kayak. Je veux dire qu'on l'aille dans le dos ou dans le kayak directement. Il rentre très bien. Souvent, on les utilise justement pour éviter que notre stock soit mouillé dans l'eau, mais ça devient aussi autre chose. Vas-y. Ici, là, regarde, il n'y a rien dedans. Il y a de l'air. Il y a de l'air. Un oreiller. Ça pourrait, écoute, avec originalité, si tu as besoin de camping. Moi aussi, j'ai des idées. Oui, je te le donne. Mais ça peut servir aussi d'outil de flottaison. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu sais, souvent, les sacs étanches, on l'oublie, mais ils peuvent devenir des bons outils de flottaison. Par exemple, il vous arrive un accident nautique ou quoi que ce soit, ils servent aussi à ça. Donc, tu sais, superbe innovation. Tu l'as aussi dans un format un petit peu plus compact de ton côté qui peut être aussi accroché au niveau du kayak. Après la taille, tout simplement. Les mouchards peuvent accrocher ça facilement après la taille. Moi, les sacs étanches, hein, tu sais, on dit souvent protéger les accessoires puis ce qu'on veut pas qu'il y ait de l'eau dessus. Moi, je te disais, puis tu sais, on a fait un choix tous les deux là, de tourner au sac étanche pour nos activités de pêche de manière générale. Parce qu'on se ramasse tout le temps avec tout notre stock mouillé. Que ce soit de l'électronique ou pas, c'est tannant d'avoir tout le temps le stock mouillé et d'avoir à ouvrir le sac, tout faire sécher. Ça sent le poisson, c'est du tissu, ça imbibe les odeurs qu'on met sur l'heure en plus. Ça aide pas. Ouais, ça sent le pas frais. Ça se nettoie super bien. Oui. Ça protège toutes mes choses. Puis, tu sais, là, tu en as un qui est plus en format de type caoutchouc. Oui. Celui-là, bien, deux choses que j'aime. Le format, évidemment. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le clip ici, je vais m'en servir pour venir l'accrocher lorsque je le ferme à l'entour de ma ceinture. Exact. Donc, sans avoir de mousqueton, je vais pouvoir venir clic. C'est le format qui est idéal, par exemple, pour y mettre, je sais pas, moi, par exemple, mon téléphone cellulaire y rentre facilement. Donc, je mets mon téléphone cellulaire là-dedans. Moi, je vais toujours me garder une petite réserve d'air quand je vais le gonfler, tout simplement pour que ce soit pas trop serré sur mon cellulaire, question que ça le protège quand même assez bien. Et c'est super facile à utiliser. On vient tout simplement le reclipper comme ça. Il y a aussi quand même une petite ganse qui vient avec qu'on pourrait attacher après un mousqueton. Donc, tout petit, tout compact. L'autre avantage de ce type de tissu-là aussi, qui est bien le fun par rapport au caoutchouc, on va ressortir notre cellulaire de là. S'il me donne un petit peu moins de misère, ça va aller encore mieux. C'est le caractère. Oui. Ça prend pas de place. Exactement. Dans le fond du sac à dos, dans le fond d'une poche, dans le fond de quoi que ce soit, là, on court beaucoup après les serviettes, après les sacs de couchage, tout ce qui est très compact. Ouais, je veux dire, quand on part en format aventure, souvent, ce qu'on veut, c'est justement avoir des choses qui vont être compactes, qui ne prendront pas de place et surtout pas de poids. Et voilà, et voilà. Quelque chose qui prend un peu plus de place, mais qui économise énormément de stock qui traîne. Et là, on va le présenter dans un format qui est utilisé pour la pêche, mais ce pourrait être littéralement n'importe quoi, que ce soit dans l'utilisation aquatique ou encore de plein air. Beau gros coffre de rangement qui va rentrer dans le compartiment au niveau du kayak, derrière, devant, facilement. Quand même, une grande aire de rangement intérieur. Je ne sais pas combien de litres. Celui-là, c'est l'Exo-Crate, là. Oui, l'Exo-Crate. Je ne sais pas combien de litres de rangement qu'il peut y avoir à l'intérieur, mais c'est la cavité intérieure, là, très, très grande. Là. Vous avez besoin d'avoir un bon appétit si vous n'avez pas cette place les lunchs là-dedans. Bon, ben moi, traîner mon café, mettons. Oui, toi, oui, à quantité de café que tu bois, effectivement. Beaucoup de poches très utilitaires. On commence sur le côté ici par des poches dans lesquelles je peux venir mettre des petits outils. Et on a pensé de mettre des languettes un petit peu plus haut pour pouvoir avoir une première prise avant d'aller insérer l'outil un petit peu plus bas. Donc, ça va tenir facilement. On pense aux pinces, entre autres, à la pêche. Ça peut être pratique de pouvoir placer ça là, d'avoir tout à portée de main dans le kayak, justement, devant nous. Ça ici, le
temps que je fasse mon café, justement, Les ou que je réponde au téléphone oui. aujourd'hui, je prenne une photo de mon poisson, je vais tout simplement accrocher ma canne, monter complètement dedans, elle va tenir sur le côté. C'est un très bon sac, très résistant aussi, nylon, type balistique un peu, donc Oui. qui va être... Très qui se résistant. défera pas facilement au niveau des accros. Non, moi j'aime ça, j'aime vraiment ça. Très belle compagnie. Allez, aller faire du kayak. Oui, hein? On a hâte. Hein? On va que la neige fonde, ben non. Oui, effectivement, parce que ça va être difficile. À moins que tu veuilles pratiquer ton coup de pagaie avant la fin de la saison, mais je ne penserais pas. Hey, c'est pas fou. Ouais. On en reparle de ça. OK, d'accord. On en reparle. OK, on va voir. en reparle. Là, il faut aller à la pause. Oui. Après la pause, on parle d'ombre de fontaine en pourvoirie. Ça risque d'être fort intéressant. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Au Québec, si on a une ressource qui est super, qui est incroyable, bon, il y a l'eau, on en a comme nulle part ailleurs. Puis dans cette eau-là, on a une espèce indigène ici qui est comme incomparable. La truite mouchetée, l'ombre de fontaine. Et on veut la protéger. Très peu de projets dans ce sens-là, à grand déploiement, sont en place. Mais il y en a un qui m'intéresse pas à peu près. François Rioux, chargé de projet à la Fédération des pourvoiries du Québec. Comment ça va? Super bien. Ben moi, ça va très bien de vous recevoir parce que ça me parle énormément. Là, on a entrepris à la Fédération des pourvoiries du Québec d'aller sur le terrain et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger à court, moyen, long terme des lacs dans lesquels il y a notre fameuse truite mouchetée indigène. Mais comment vous avez fait ça? C'est quoi le projet? Mais le projet, c'est vraiment finalement de protéger un patrimoine faunique qui est axé sur les lacs allopatriques qu'on a dans plusieurs régions du Québec, mais je dirais que principalement, là, c'est Côte-Nord, Charlevoix, il y a Lac-Saint-Jean, Saguenay, mais il y a aussi la Mauricie et les Laurentides. On s'est concentré sur 4 régions. Oui. On a touché à 11 pourvoiries. Puis ça veut dire qu'on a visité une 60aine de lacs, là, les bassins versants de ces lacs-là. Donc là, concrètement, vous êtes allé sur le terrain pour voir un peu le lac, la géographie de la place, la géologie, tout ça. Et on recherchait quoi comme problème potentiel ou comme protection potentielle au niveau de ces lacs-là pour la truite mouchetée? Bien, en gros, la problématique des espèces compétitrices, c'est que ils ont finalement pu s'installer sur ces lacs-là de différentes façons, là, autant au niveau juste d'une migration, mais aussi des pêcheurs qui, dans le temps, utilisaient beaucoup de poissons à pas. Donc, oui. c'est sûr que ça a créé des très gros problèmes. Je dirais surtout, justement, là, on parle là, de la Mauricie. Eux autres, ils ont été proactifs avant tout le monde, là, un petit peu aussi dans les Laurentides. Donc, ils se sont mis justement à protéger leur lac en faisant en sorte de créer des obstacles, je dirais, anthropiques, là, faits par les hommes. Ça veut dire... Des seuils infranchissables. Exactement. On va parler de seuils infranchissables. C'est ça. Et c'est souvent ce qui va faire la différence, c'est ça, on le voit sur le terrain, pour parler avec beaucoup de pourvoyeurs, entre un lac qui va se faire inondé d'une espèce compétitrice parce qu'il est sur le beau plat et un lac dans lequel l'espèce compétitrice peut carrément pas sauter dedans. Mais là, quand l'obstacle naturel ou le seuil infranchissable n'est pas là naturellement, est-ce qu'on peut le déterminer? Est-ce qu'il y a un moyen de voir une étude de terrain et de venir solutionner ça? Oui, c'était ça le but de notre étude, nous autres, finalement. Là. On a travaillé de façon vraiment, je dirais, systématiquement, là, de faire en sorte, on a fait en sorte de pouvoir avoir accès à des données du ministère, oui. De la direction, justement, de la faune aquatique. Puis, ça nous a permis d'avoir vraiment des lacs types. T'sais, on ne voulait pas là, partir sur une étude puis d'aller sur n'importe quel lac puis de finalement juste confirmer que les obstacles naturels faisaient en sorte que ça avait pu protéger tel lac. Là, les données du ministère, finalement, ont fait en sorte qu'on avait accès à des lacs
pas toujours confirmé, mais je dirais à 80% confirmé allopatrique, qui est finalement des lacs où l'espèce qui est présente, c'est seulement l'ombre de fontaine. Il peut arriver parfois qu'il va y avoir, pendant des courtes périodes, de l'ombre chevalier ou des anguilles. Mais ça va rester qu'on va quand même pouvoir appeler ces lacs-là allopatriques. Là. Mais c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, nous autres, la deuxième étape de notre projet, c'était vraiment, après ça, de faire des recherches plus poussées au niveau cartographique, au bureau, à l'aide d'un logiciel, le LIDAR, qui nous a permis vraiment de bâtir un plan de travail solide avant d'aller sur le terrain. Parce que là, à un moment donné, tu comprends que si tu passes des heures et des heures à marcher le long d'un cours d'eau pour pouvoir confirmer une chute, là, ça devient que c'est plus rentable. Là. Au bout de la ligne, il nous reste pas loin d'une minute. Là. Au bout de la ligne, on solutionne, évidemment, on apporte des recommandations. Et là, on peut agir sur le terrain. Exact. Donc, le pourvoyeur peut venir solutionner. Maintenant, tout ça, ça se fait avec de l'aide. Vous êtes là. Il y a des experts qui sont là. Vous travaillez au travers du programme Aqua aussi de la Fondation de la Faune qui est très présente. Oui. C'est d'ailleurs eux qui nous ont, qui a vraiment fait en sorte qu'on ait pu faire ce projet-là dans 4 régions là, du Québec. Là, on comprend que... Vous le voyez, la Fédération des pourvoiries du Québec, vos pourvoiries se fédèrent pour une raison. C'est en groupe, en se regroupant comme ça qu'on est capable de mettre des actions concrètes sur le terrain, d'avoir accès à un réseau d'experts. Mais pour connaître ces pourvoiries-là, pourvoiriequebec.com, pourvoiriequebec.com, vous allez voir l'ensemble des pourvoiries qui sont fédérées sur You. Un énorme merci. Nous, on se quitte dans une pause. Au bord de la pause, on apprend à allumer du feu dans toutes les intempéries avec le Pyro Potty. Restez là. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Belle découverte allume-feu que j'ai faite du côté du SHOT Show à Vegas cette année en 2020, qui est le Pyro Potty. Moyen pour allumer un feu à peu près toutes circonstances. C'est aussi simple que ça, mais outil qui devient un outil très, très, très utile dans d'autres circonstances. On va commencer par son application principale, qui est d'allumer un feu. En fait, ce que c'est que le Pyro Potty, pour débuter, c'est une espèce de petite laine qui s'embrase très, très, très rapidement, donc qui prend un feu très, très, très rapidement à la moindre petite étincelle ou encore à une source de flamme qu'on va mettre directement dessus. Donc, on se présente ici en 2 couleurs, c'est-à-dire le orange et le bleu ou le rouge et le bleu, pour 2 raisons particulières. 2 types de températures différentes. Le bleu, on va s'en souvenir, va être fait pour les périodes plus froides, hein, dans le moins 20 degrés Celsius, moins 30 degrés Celsius, pas de problème. Alors que la formule orangée est faite pour les saisons plus chaudes. Donc, va avoir un petit peu plus de misère à s'embraser, si on le veut, lorsqu'il fait froid. Mais bon, du moins, elles vont avoir toutes les deux leur capacité. Leur pleine capacité, c'est-à-dire environ un 7 heures si on prend les grosses capsules de combustion complète. Là. Si on parle de combustion complète de la capsule, si on l'utiliserait comme réchaud uniquement, qu'on met le feu dans la capsule, les grosses capsules peuvent aller jusqu'à 7 heures de flamme directement dans le pot, dans leur saison respective. Pas vice-versa. Ils sont vraiment faits pour ça et c'est surprenant à quel point ça peut brûler très rapidement dans des saisons qui ne sont pas appropriées. Par exemple, la bleue, l'été, brûle dans le temps de le dire. Elle est vraiment faite pour les saisons plus froides. Comme présentement, là, c'est relativement froid. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le lainage bleu pour allumer notre feu, donc avec l'allumeur, qui va se présenter en deux façons différentes. La première étant la façon manuelle, un allumeur comme certains connaissent, c'est-à-dire qu'il va propulser des étincelles lorsqu'on va passer la petite rod dessus pour aller allumer la mèche. Celui-ci est fait avec un bouchon qui se dévisse, dans lequel on va découvrir une petite cavité qui est bien scellée. On a un petit pourtour de caoutchouc dans lequel on va pouvoir venir mettre notre allume-feu littéralement. Donc on peut storer de l'allume-feu dedans et on va tout simplement venir attacher l'outil qui me permet de faire les étincelles
juste au bout ici parce qu'il s'attache comme ça ici. Je ne l'attache pas parce que je le mets dans mon sac différemment. Et à ce moment-là, on va mettre tout simplement un peu de laine et on va venir l'allumer. Dans un premier temps, donc, avec l'étincelle. La deuxième façon, dans un premier temps, celui-là ici est livré avec l'allumeur au complet et 2 petits pots, donc un bleu et un orangé. La deuxième façon de jouer avec ça, c'est le petit arc ici, dual arc. C'est un petit briquet, mais un petit briquet plasma qui va créer un arc littéralement électrique. Donc, toute saison, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, on va littéralement ici venir, on voit le petit arc électrique là, qui va pouvoir allumer n'importe quand un petit bout de brindille sec ou encore cette potée-là. Il peut pleuvoir dessus, il n'y a pas de problème. Alors, c'est un arc électrique en X très efficace, je vais vous le dire. Ça allume assez rapidement à peu près tout ce qu'on veut allumer. Qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent, ça va être efficace. Donc, dans les deux formats, c'est-à-dire les petits pots, les gros pots, l'allumeur manuel ou encore l'allumeur électrique. Si on le met au test maintenant, au niveau de la rapidité de flammabilité, on va utiliser le petit outil qu'on nous donne ici pour aller récupérer de la mousse dedans. On va tout simplement venir se mettre un petit peu de mousse à l'endroit où est-ce qu'on veut venir embraser, donc là où est-ce qu'on veut littéralement mettre le feu. Je referme mon pot parce que, évidemment, si je mets le feu là et que ça tombe dans le petit pot, eh bien, c'est tout le pot qui va prendre en feu. Et comme vous le voyez, présentement, mes trucs tombent là parce qu'ils vendent quand même pas mal. Donc, on va le mettre au test avec pas mal de vent et on va assez rapidement, vous voyez déjà, on voit tout de suite la boucane lever. Et c'est déjà allumé. Donc, déjà, j'ai une flamme avec laquelle je peux venir allumer un feu très aisément. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est du petit arc? Donc, l'arc électrique qui vient se créer. On parle d'un arc plasma dans la description. Eh bien, évidemment, si on vient placer l'arc directement dessus, je vais avoir très rapidement une flamme qui va se créer. Là, aujourd'hui, il vente énormément. Mais si je camoufle moindrement mon petit morceau de bois, mon petit morceau, eh bien, rapidement, j'ai une flamme et je peux allumer un feu en forêt. Donc, la version arc électrique, beaucoup plus rapide, c'est sûr et certain, un peu plus coûteux. Mais ça va faire la job, pas à peu près, même s'il tombe dans l'eau, quoi que ce soit. Lui aussi, en dessous, un petit réservoir qui me permet d'emmagasiner de la potée. Donc, on se souviendra, la bleue qui est pour les températures plus froides, la orange qui est pour les températures plus estivales. Ici, on a pris la orange et l'a allumée quand même, mais il ne faudrait pas trop pousser. J'ai eu un petit peu de misère, c'est froid aussi, effectivement. Maintenant, le même petit produit peut me servir à 2 choses qui sont un peu tripantes dans un premier temps. Il est iridescent, donc c'est facile de laisser des petits morceaux sur une piste. Si je veux pister dans le bois, ils sont visibles au UV. En mettant la lampe UV dessus, on va voir carrément la trace. Donc, ça sert à ça, en laissant des traces sur les arbres avec, parce que c'est une petite laine qui est comme graisseuse un peu. 2 autres choses qu'on peut faire avec, sur les tentes et sur les souliers, on peut venir imperméabiliser, par exemple, une fuite d'eau dans une tente. On va prendre la petite potée, on va venir frotter sur la tente. Ça va réimperméabiliser la tente, donc ça va arrêter la fuite littéralement. Et sur des chaussures, même chose, il y aurait une problématique au niveau de l'étanchéité sur des chaussures de marche ou quoi que ce soit pendant qu'on est dans le bois. On peut venir réétancher la chaussure tout simplement. Donc, ça s'appelle Pyro Putty. Ça se trouve donc Pyro Putty, P-Y-R-O-P-U-T-T-Y. Ça se trouve facilement sur Internet. En 2 grosseurs de disques, quand ça brûle 7 heures au total, les gros disques, beaucoup moins les plus petits disques, mais plus facile à transporter. L'allumeur manuel qui est disponible, plus gros, moins compact que le petit lighter arc, qui est très intéressant, le lighter au plasma, qui même s'il tombe dans l'eau, va continuer à allumer par la suite. Vous avez vu la vitesse à laquelle j'allume avec le petit lighter versus avec la rod. Et évidemment, le petit lighter peut me servir dans d'autres circonstances aussi. Donc, très beau produit que le Pyro Putty. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous êtes habitué de me voir vous présenter des armes que je veux depuis longtemps, des gadgets, des affaires techniques, le petit gars paf qui ressort. Mais il y a aussi le jeune Martin qui un jour a commencé à chasser, s'est fait donner une arme par son oncle, par un de ses oncles, qui est ma première arme de chasse à moi que j'ai possédée. Qui est très précieuse à mes yeux, à qui je voulais redonner une deuxième vie pour retourner à la chasse avec et pouvoir en profiter encore pendant des années. Puisqu'il n'y avait pas grand monde à mes yeux qui pouvait toucher à ça, j'ai entamé des recherches et rapidement, je suis tombé sur un gars, Stéphane Métivier,
Shop Artist. Et il est avec nous ici en studio. Stéphane, bonjour, première des choses. Bonjour. Deuxième des choses, je te dois beaucoup. J'ai beaucoup de reconnaissance envers ce que tu as fait pour moi. Tu viens de redonner, je l'ai vu sortir pour la première fois, tu me l'as ressorti ici en studio, je veux dire. Regarde, c'est ça. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Le poil me lève ses bras. Tu t'as redonné une deuxième vie à mon arme, littéralement. C'est ma passion, c'est ma spécialité, c'est ça que j'aime faire, redonner vie aux vieilles armes. Et c'est de par cette passion-là qui t'anime que moi, j'ai choisi de faire affaire, ou du moins, je ne veux même pas dire faire affaire, de te confier ce souvenir-là pour que tu le prolonges. Parce que tu es un passionné, c'est pour ça que tu fais ça. Exactement. Redonner une deuxième vie aux armes, c'est vraiment une passion. Cette arme-là, mon oncle Mario a dû vider je ne sais pas combien de palettes de cartouches avec. Ma tante Nicole aussi a tiré avec. Ça a été mon premier 12, fait que j'y ai sacré une sincère volée pendant des années. Pour vrai, là, c'est un Browning Citori, donc le mécanisme est encore en parfait état. Il allait encore super bien. Mais il y avait des marques d'usure sur un moyen temps. Là, tu as pris quelque chose qui avait quasiment pelleté des tranchées, puis tu as refait une arme neuve avec. Je veux que tu me parles du processus par lequel a passé mon arme pour redevenir cette petite merveille-là. Bien, les premières étapes, c'est complètement de mettre en morceaux, en pièces, au complet. Ensuite de ça, ce qui est primordial, c'est la préparation du métal avant la refinition. La préparation du bois avant la deuxième finition aussi. Je fais juste le slow rust bluing qu'on appelle. C'est une étape des premiers bleus antiques qu'ils faisaient. Oui. Après l'oxyde de fer rouge que j'ai transformé en oxyde noir. Tu fais littéralement, volontairement rouiller le canon. Oui, j'ai inventé. J'ai mes recettes que j'appelle adapté, mes popotes ou ma potion magique. Et puis là, l'étape, c'est de préparer le métal, de le faire rouiller, de le faire bouillir dans mon autre solution. Je recommence jusqu'à temps que je sois plus capable de former un oxyde rouge. Il devient noir. Mon oxyde est complètement noir. Puis là, tu ne peux pas faire ça d'une journée. Là. Une étape, 24 heures après, tu peux y retourner. 24 heures après, tu peux y retourner. C'est de la job, là. C'est de la minutie, puis c'est de la patience. Tu y arrives avec la patience. Si tu penses le faire d'une journée... Tu me parlais que de le faire avec la passion que tu y mets, ça peut être de 4 à 6 semaines, dépendamment du projet. Puis je dois dire que tout au long du projet, moi, tu m'as accompagné dans le sens que c'est quand même mon bébé, cette arme-là. Tu m'as envoyé des photos, des pièces démontées de ce que tu faisais dessus. C'est pas juste en surface, là. Toutes les pièces que tu as démontées, là, c'est-à-dire, là, j'ose pas trop, là. C'est ton œuvre à toi, là. Je peux-tu commencer à y toucher par Reprends ton bébé. Si on va voir juste au niveau de la détente ici. Mais tu sais, la détente, là, c'était rendu là, complètement usée par les doigts, par le va-et-vient des doigts dessus. Elle a été rechromée au complet, donc elle est luisante au complet. Mais les pièces à l'intérieur aussi. Si on tourne l'arme de barre ici, on est venu évidemment faire le bleu, mais on est venu aussi faire le même traitement au niveau du sélecteur. Donc mon sélecteur aussi est chromé. Je vais revirer l'arme aussi une deuxième fois en dessous pour vous montrer jusqu'où est-ce qu'on va. Tout ce qui fixe... Donc, les vis en dessous ont aussi été adressées. C'est pas juste un bleuissage de surface avec un refaçonnage esthétique de l'arme. Le bois, mais qu'est-ce que tu as fait là? Encore là, mon mélange d'huile. C'est ta recette à toi ici aussi, là? Oui, c'est mes mélanges pour que ça devienne comme un vernis. Puis l'avantage de l'huile, c'est que tu y fais une petite graphing, c'est pas comme un vernis. L'huile, elle jaunira jamais. Elle va tout le temps rester sec, elle va tout le temps rester dure. Si tu graphing, tu ressorbes un petit peu, tu remets de l'huile, jusqu'à temps... Parce qu'on dirait vraiment un vernis, tellement que c'est beau, c'est continu, c'est luisant. Combien de couches, tu me dis? Lui, il y a 6 couches. Puis tu vas d'un fois à plus que ça. Ah, là. Beaucoup plus. Ça dépend toujours de comment que le bois commence à sa première réaction, je le vois, tu sais. Ah, lui, ça va y prendre 10 couches, lui, ça va y prendre 12 couches, lui, ça va y en prendre 4, je ne sais jamais. Ça dépend toujours. Lui, ça a pris 6 couches. J'ai un beau résultat, mais j'aurais pu en remettre, On aurait pu continuer. Ah oui. Hey, je regarde, là, je fais le tour, puis je découvre toutes les petites pièces. Hey, le dessous, ça, là, c'était vraiment, là, c'était rendu, là, on va le dire au fer. Là. Il n'y avait plus, d'identité. Là. C'était frotté. Tout a été fait. On a aussi adapté un pad de recul qui m'a redonné un petit peu de longueur, parce que, si je ne me trompe pas, mon oncle l'avait coupé pour que ma tante, qui a les bras un petit peu plus courts, puisse l'utiliser. Hey, il a redonné la longueur. Je t'ai envoyé un pad à mon choix et tu l'as réadapté. J'adore. Ah non, regarde, elle est partout. Hey, regardez là. Regardez ça. On va chercher toutes les petites pièces de métal. Hey, attends un peu, là. J'ai hâte de leur virer de bord. Le grain de riz aussi. Tout. Un peu, je descends ça.
Même le grain de riz, mais c'est pas celui qui était dessus, ça? Non. T'en as refait un? C'est un grain... Non, ça, c'est un de... Pas d'origine, là, mais c'est un grain de riz en brasse, pas les miroirs. Comme il y avait d'origine, l'autre, c'était un grain de riz qui avait une boule d'aluminium qui avait été mis là. OK. Écoute, puis, si t'as ri dans le browning, ce que j'aime bien gros, malgré l'âge, c'est encore là. C'est tête. C'est une très, très, très bonne arme. Ah, oh, mais attends un peu, là, c'est plus smooth que c'était, ça, là. Ah oui, ça se peut. Oui, c'est pas mal plus smooth que c'était, là. Il fallait que je m'ostine un petit peu avec, là. Est-ce que je me trompe ou Stéphane est venu jouer dans tes cordes sensibles, par Mon exemple? fusil, toi. Inquiète pas, j'ai pas l'intention de te le voler. Je connais la valeur de ce fusil-là. Stéphane, on peut facilement te trouver sur Facebook. Oui. Facilement, par Shop Facebook, Artist. Shop Artist. Et c'est sûr qu'on va collaborer ensemble. D'ailleurs, je vais te garder avec nous autres parce que j'ai quoi d'autre à te parler, là. Puis moi, c'est moi qui vais le prendre après pas tout le temps. Là, toi, t'es quoi? Ben oui, moi, je suis venue t'annoncer la fin de l'émission. Ah, déjà. Ben oui, je suis plate, hein? Ben, on finit en beauté, par exemple, sérieusement. Ben oui, vraiment. Sérieusement. Merci beaucoup, parce qu'il y en a un qui va être content de pouvoir l'utiliser encore longtemps. On va aller à la chasse, je vais te prêter mon vin, là, mon Synergy Field. Moi, je vais prendre mon Story. Parlant de chasse, on s'en va où la semaine prochaine? Chasse à l'ouest, l'île aux grues avec nos amis, Maxime Caroline. Ça va être le fun, ça, à plein ciel. Soyez les nôtres la semaine prochaine. En attendant, Facebook, YouTube, vous le savez, on est là. En même temps, le 20 à 21h, le jeudi soir, lorsqu'on diffuse à la télé, on est aussi sur YouTube et sur Facebook. Prenez cette habitude-là. Stéphane, un énorme merci. Merci. Tu te gardes avec nous en studio, on continue à parler. On va jaser d'affaires de prochaines. Oui, j'ai comme l'impression que tu as d'autres projets. Absolument, hein? absolument. Hey, la semaine prochaine, on se Salut, tout le revoit. monde. Place en arrière. Ce qu'ils vont faire, ils vont probablement s'en virer, mais ils vont se replacer en avant de nous autres, puis c'est là qu'on va être pincés. Vas-y donc, Max, ça ferait une belle shot avec Martin. On avait ça au début, c'était... Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.